Ener, Magellan, Teach, Chopper, Aokiji, Crocodile, Marco, Sabo, ces 8 personnages possèdent des fruits du démon vraiment particuliers et déjà parmi les plus puissants de One Piece dans l'état actuel. Pourtant, nous le savons, un état d'éveil existe. Une seconde utilisation des fruits du démon permet à ses utilisateurs de développer de nouveaux pouvoirs absolument exceptionnels. C'est la raison pour laquelle, il y a plus de 6 ans maintenant, j'ai théorisé sur ces 8 personnages dans 2 vidéos distinctes pour imaginer l'éveil de leurs fruits et surtout, je les ai analysés pour vous faire comprendre à quel point ils se distinguent des autres. Alors aujourd'hui, il est temps de remettre au goût du jour ce format avec de nouveaux fruits du démon apparus dans l'œuvre ces 2 dernières années qui sont encore une fois parmi les plus puissants de One Piece et vous verrez, je pèse mes mots. One Piece est en pause jusqu'au 1er décembre. Oda semble être tombé malade, mais les éditeurs nous rassurent, il va déjà mieux. Alors en attendant le retour des chapitres, comptez sur moi pour vous divertir le temps d'une coupe de saké. Je compte sur vous en revanche pour exploser les likes de cette vidéo. Il faut au moins qu'on dépasse l'épisode 2, c'est l'objectif ultime qu'on va se fixer aujourd'hui. Abonnez-vous également, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et vous ne manquerez plus jamais une seule des petites masterclass que je vous prépare pour cette fin d'année. Merci à tous, la vidéo va enfin pouvoir commencer après ce court placement de produit. S'il y a bien une chose qu'on peut reprocher à Emma Matelas, c'est qu'à cause de leur matelas primé en mousse à mémoire de forme, leurs couettes soyeuses et leurs oreillers moelleux, vous ne pourrez pas vivre pour 2 comme l'a fait Barbe Noire, le plus grand insomniaque de l'univers de One Piece. S'il avait fait un tour sur Emma.fr avant, le futur empereur n'aurait peut-être pas eu le temps de monter tous ses stratagèmes, mais qu'est-ce qu'il aurait mieux dormi? C'est totalement mon cas depuis que j'ai le matelas hybride 2 avec ses 5 zones de soutien développées par les experts lui valant le prix du meilleur matelas testé en France en 2023. Et leurs couettes, leurs oreillers et même leurs draps housse 100% coton vous chuchotent à l'oreille de rester au pieu et de griller 1 ou 2 matinées de taf, c'est pas grave après tout. Mais en fait, c'est même pas la qualité des produits Emma qui est le plus rassurant. Évidemment que c'est cool de dormir dans l'équivalent d'un nuage de Skypiea. Ce qui rassure, c'est plutôt les 10 ans de garantie, les livraisons et retours gratuits, les 100 nuits d'essai ou encore que vos commandes soient payables en 3 ou 4 fois sans frais. Avec le Black Friday, vous pourrez en profiter sans vous ruiner. Jusqu'à 50% de réduction sur le site emma.fr du 1er novembre au 4 décembre avec 10% de remise supplémentaire avec le code Goji One Piece et ce pendant 2 semaines. Désormais, vous avez tout à portée de main pour passer de meilleures nuits. Pas vrai, Teach? Le chapitre 1063 fut une véritable bénédiction pour les lecteurs de One Piece pour la simple et bonne raison qu'une réponse datant de plus d'une dizaine d'années a été apportée. Quels sont les fruits du démon de l'équipage de Barbe Noire? Nous savons que depuis et aussi pendant l'ellipse, l'empereur des ténèbres s'est lancé dans une véritable chasse aux fruits du démon. Il a capté que s'il pouvait récupérer celui de Barbe Blanche, personne ne pourrait lui échapper. Alors quel pouvoir allait bien utiliser l'équipage le plus démoniaque des mers qui ne cherche à reposer leur puissance que sur des fruits du démon? S'ils ont tous des caractéristiques exceptionnelle et une puissance qui leur est propre, 2 se sont très largement démarqués des autres à mes yeux et l'un d'eux est le Shiku no Mi de Dokkyu. Le paramessia de la maladie, le paramessia de la seule chose au monde capable d'affaiblir et d'emporter dans l'au-delà les plus puissants combattants de One Piece. Est-ce que Dokkyu a ce fruit du démon depuis le tout début de son introduction, lui qui est toujours malade, ce qui serait un effet secondaire permanent de ses pouvoirs? Eh bien la question se pose vu comme il a l'air tapé à seulement 28 ans. Oui, le frérot n'a même pas la trentaine, c'est pas une blague. En tout cas, ce fruit du démon lui sied parfaitement. Son épithète de dieu de la mort ajoute une aura lugubre et funeste à Dokkyu qui n'aurait sûrement pas été pris autant au sérieux s'il ne faisait pas partie de l'équipage le plus monstrueux des temps actuels. Pour l'instant, nous n'avons que très peu vu l'utilisation de son fruit du démon. Le seul usage qu'il en a fait fut face à Trafalgar Law lorsqu'il utilisa la maladie qui transforme en femme qui altérera temporairement le genre de l'eau avant d'être brisé par l'expulsion de son acquis. Ici, Dokkyu nous a prouvé 2 choses. Comme n'importe quelle maladie, l'eau semble l'avoir contracté sans avoir été en contact direct avec Dokkyu. Il faut encore que ce soit confirmé, mais la transformation de l'eau aurait commencé dans son sous-marin pendant la bataille navale contre Teach. Dokkyu l'aurait contaminé à distance, à travers l'air et en le ciblant précisément avant qu'elle ne se répande à tout son équipage. Mais surtout, la deuxième chose est que Oda aurait à nouveau chamboulé la hiérarchie des fruits du démon en faisant du Shiku no Mi un pouvoir bien supérieur à celui du Oru no Mi d'Ivankov, le fruit des hormones qui est lui aussi capable de transformer un homme en femme. Ces 2 paramessias semblent très différents, mais ont en réalité le même objectif, modeler le corps humain sous tous ces aspects. En tant qu'utilisateur du fruit des hormones, Ivankov devient un véritable ingénieur du corps humain tandis que le Shiku no Mi fait de Dokkyu un potentiel destructeur de l'humanité. Je ne vous mens pas, il est sans aucune forme de doute ou d'hésitation l'un des plus puissants fruits du démon qui existent dans One Piece.
En tant que paramécia de la maladie, Dokyu peut influencer absolument chaque parcelle du corps de son adversaire, lui infliger des douleurs n'importe où, allant de maux de tête à la paralysie d'un membre. Et puis au-delà de la douleur physique, il pourrait infliger une douleur psychologique en provoquant des hallucinations ou encore des désorientations. À partir d'ici, on pourrait passer une étape, augmenter d'un cran sa dangerosité et se dire que tout ça, il pourrait le provoquer en même temps, en le répandant à plusieurs personnes. Un équipage entier pourrait être décimé de ces maux en l'espace de quelques minutes, même s'ils sont puissants. N'oubliez pas que, peu importe les légendes qu'étaient Roger et Barbe Blanche, ils furent diminués par la maladie, condamnés par la faiblesse qu'elle leur provoquait. Mais tout ça, ça irait encore si seulement Dokyu n'éveille pas son fruit du démon et n'exploite pas le potentiel de son pouvoir à son maximum. L'éveil du Shiku-Shiku-no-Mi pourrait mener le monde à une véritable catastrophe s'il est respecté à sa juste valeur. Il deviendrait une arme biologique capable de provoquer un désastre de niveau mondial. Dokyu utiliserait son éveil pour propager l'équivalent d'une peste noire, l'une des pandémies les plus terrifiantes et mortelles ayant jamais existé dans notre monde, ravageant la société et tuant entre 75 et 200 millions de victimes. Si Queen, la calamité de Kaido, a réussi à créer le virus de la momie qui se transmet instantanément d'un personnage à un autre seulement grâce à son savoir scientifique, alors imaginez ce que pourrait faire le dieu de la mort avec un paramécia entièrement dédié au fléau que se trouve être la maladie. Doflamingo, Katakuri ou bien encore Kaido, en voyant celui de Luffy, sont unanimes sur l'éveil des paramécias. Ils peuvent influencer et changer leur environnement. L'éveil du Shiku-Shiku-no-Mi ne serait en rien différent, au contraire, il ne ferait qu'amplifier la dangerosité et la portée de ces maladies. Stronger et lui incarnerait le 4e des cavaliers de l'Apocalypse, répondant au doux et rassurant nom de mort, car c'est tout ce qu'il laisserait dans son sillage et dans celui du plus mortel des paramécias existants. Ça n'a pas dû vous échapper, mais dans la partie précédente, je vous disais qu'il y avait 2 fruits du démon dans l'équipage de Barbe Noire qui m'avaient vraiment marqué et je n'en ai cité qu'un seul. C'est normal, le deuxième est là et celui que nous allons analyser maintenant puisqu'il s'agit du Wapu Wapu no Mi de Van Augure. J'ai l'impression d'aboyer en disant ça, c'est un calvaire. Alors pourquoi il me passionne autant? Déjà car c'est un pouvoir assez puissant et exceptionnel de base. La téléportation, même dans un monde aussi fantastique et imaginaire que One Piece, reste totalement unique. Oui, il y a des déplacements rapides comme le Soru, mais là ce n'est qu'un effet de vitesse. La téléportation du Wapu Wapu no Mi permet vraiment de passer d'un point A à un point B instantanément. Ensuite, c'est une chose qui m'a beaucoup plu, Van Augure au chapitre 1107 répondait à Katarina Devon que s'il ne peut les téléporter plus loin, c'est qu'il a encore besoin d'entraînement. Cette déclaration rare d'un utilisateur de fruits du démon nous fait réaliser que 1. Qu'il a eu que très récemment et manque encore d'expérience, 2. Qu'il est conscient du vrai potentiel de son fruit du démon et de ce qu'il peut faire à plus haut niveau, et 3. Qu'il va vraiment l'atteindre. Ce haut niveau. Donc ouais, ce fruit de la téléportation est important, il n'a pas fini de nous surprendre et c'est la raison pour laquelle il apparaît dans cette vidéo. Son utilisation jusqu'à présent a été plutôt banale. Oui, bon bah frère, au bout d'un moment, il se téléporte le type, c'est le but de son fruit, tu veux qu'il fasse quoi de plus? Le fruit du futur de Toki aussi n'avait qu'une seule utilisation. Mais quand même, Van Augure, bien qu'ayant été discret, nous a confirmé 2 choses sur ses pouvoirs. Il peut se téléporter où il le souhaite, dans son périmètre d'action, en n'ayant semble-t-il n'avoir besoin que d'un contact visuel. Et il peut téléporter une personne supplémentaire avec lui. Voilà, donc en vulgarisant un peu pour l'instant, Van Augure n'est qu'un taxi, il déplace ses potes et se déplace lui aussi. Mais je l'ai bien dit, pour l'instant, ça veut dire que ses pouvoirs vont n'aller qu'en s'améliorant et je vais vous le faire très vite réaliser en parlant de son potentiel. Déjà, la base de la base, Van Augure est un sniper, un tireur d'élite. Et qui dit sniper dit aussi position. En effet, et contrairement à des épéistes ou à des combattants au corps à corps basiques, ils ne peuvent rester là, plantés au milieu du champ de bataille, on n'est pas sur Call of, à balancer des quickscopes, il leur faut de la hauteur, de la mobilité et surtout de la distance. C'est tout ce que permet le Wapu Wapu no Mi. Grâce à ce pouvoir, un sniper aussi terrifiant que Van Augure ne devient qu'un coup de vent, un assassin capable de tirer de toutes les positions en disparaissant aussitôt. Le niveau encore au-dessus serait de pouvoir carrément téléporter ses propres balles et changer toute leur trajectoire. Il pourrait tirer de face, que la balle rentrerait dans le dos, par exemple, rendant strictement impossible de prévoir les axes d'attaque de Van Augure. Ce qui fait que Usopp, si on le considère comme son ennemi final et ultime en tant que sniper lui-même, devra sûrement développer un acquis de l'observation capable de voir plusieurs secondes dans le futur pour pré-shot cette téléportation et ainsi gagner la partie d'échecs de fin stratège entre les deux. Bien que le acquis de l'observation puisse être un véritable counter à ce fruit du démon, il peut également devenir son meilleur allié, et de très loin. Si Van Augure peut percevoir le futur de quelques petites secondes, il pourra esquiver de
toutes les façons possibles les attaques qui sont dirigées contre lui, en esquivant avec ses propres téléportations. C'était l'une des raisons qui rendait Katakuri si invincible. Son fruit du démon n'était pas des plus puissants. Pourtant, voir le futur lui permettait de modeler son corps pour tout esquiver au millimètre près. Alors tout ça c'est vraiment cool, hein, mais ce n'est strictement rien comparé à l'éveil de ce fruit, l'éveil du Wapu Wapu no Mi. Encore une fois, c'est un paramécia, donc il peut influencer directement sur l'environnement. Dans le cas de figure de l'éveil, le nombre de personnes et la distance parcourue lors de la téléportation seraient largement améliorés et pourraient atteindre un tout autre niveau. Il téléporterait non pas un seul, mais plusieurs membres de son équipage et leur navire, rendant les voyages maritimes strictement inutiles. Eux, ils traverseraient le monde en quelques heures, voire quelques minutes. Plus encore, ça pourrait être des îles entières qu'il téléporterait en addition au Shima Shima no Mi de Pizarro qui lui permet de prendre le contrôle de toute une île. C'est vrai, ça paraît un peu surréaliste dit comme ça, mais suis-je censé vous rappeler qui est vraiment Barbe Noire? Je veux dire, c'est là, devant nos yeux. Cet homme base ses exploits, ses réussites, uniquement sur l'exploitation des pouvoirs de fruits du démon. Pourquoi croyez-vous qu'il fait depuis l'ellipse une traque à ces mêmes utilisateurs de fruits du démon? Pourquoi croyez-vous qu'il cherche à s'emparer du fruit de bois en coque ou d'autres fruits pas nécessairement très puissants au premier abord comme celui du Kitsune de Devon ou celui de l'île justement par Pizarro? Car Barbe Noire les a analysés. Il les connaît et il en a besoin pour son plan ultime qui demeure aujourd'hui encore un mystère. Indépendamment, ces fruits du démon ne lui servent à rien, mais combinés ensemble, ils lui permettront d'atteindre les sommets. Et justement, est-ce que le Wapu Wapu no Mi ne lui permettra pas, dans sa forme éveillée, de prendre d'assaut Marie-Joise par exemple, sans être vu ou même anticipé, de téléporter Van Augure, Teach et tout le reste de l'équipage directement au cœur même de la Terre Sainte pour mener une attaque éclair dévastatrice? Une chose est sûre, les pouvoirs de Van Augure à son petit niveau sont déjà décisifs dans une bataille, alors je vous laisse imaginer l'avantage considérable qu'aura l'équipage de l'Empereur Barbe Noire lorsqu'il maîtrisera l'éveil de ce paramécia exceptionnel. Après les paramécias viennent évidemment les Logia, et quel autre éveil serait plus dévastateur que celui du Mori Mori no Mi de Ryukugyu? Peu importe la honte qu'a pu se taper Aramaki en tremblant du Haki des rois de Shanks, la brève apparition de son pouvoir a suffi à me faire réaliser qu'Oda venait tout juste d'introduire le Logia le plus particulier, le plus singulier depuis le Yami Yami no Mi. En tout cas, c'est la sensation que ça m'a donné, et pourquoi ai-je eu un tel ressenti en découvrant les pouvoirs de ce personnage qui lui-même m'a finalement plutôt déçu? Eh bien parce que, comme il l'a dit, ce Logia est la nature incarnée. Ne grillons pas les étapes trop vite. Dans l'immédiat, je voulais faire un récapitulatif des démonstrations de puissance de Ryukugyu avec ce fruit. Concrètement, il contrôle la nature et toutes les particularités de celle-ci. Manipuler la végétation et la faire pousser instantanément autour de lui pour attaquer, se défendre ou piéger ses ennemis. Absorber l'énergie, les nutriments de son adversaire, le laissant affaibli et inapte à combattre. Se régénérer entièrement sous forme d'une pousse grâce à l'énergie de la nature. En bref, Ryukugyu puise sa force de source infinie, la terre, le soleil, l'eau ou le saké, ça dépend aussi. Ces démonstrations de puissance sont assez limitées, mais il semble utiliser le Mori Mori no Mi assez intelligemment pour, par exemple, s'introduire sur Wano Kuni par la voie aérienne grâce à une fleur qu'il a fait pousser sur son dos, agissant comme une hélice. Il n'a aucun mal à enduire ses racines de haki de l'armement pour augmenter ses dégâts et même de trouver des stratagèmes pour combler sa faiblesse naturelle au feu. Vous en êtes témoin, bien qu'il ne soit pas un Logia conventionnel, ça n'enlève en rien l'ampleur des pouvoirs qu'il peut développer et surtout le potentiel délirant de la nature sous forme de fruit du démon. Et justement, quels pourraient être ses autres pouvoirs? Plus encore, quel serait son éveil? L'un des nets avantages du Mori Mori no Mi, c'est sa polyvalence. Pouvoir attaquer, se défendre ou se soigner, c'est ça qui le rend si puissant. En utilisant la nature, il pourrait créer des spores ou du pollen grâce à diverses fleurs qui auraient des effets différents, des spores toxiques ou paralysantes, voire même soporifiques. Dit comme ça, on se croirait dans un gentil petit Disney et tout tranquille, mais non, utilisé par un amiral contre ses adversaires, une armée entière pourrait très vite être neutralisée. Ah bah tenez, vous aimez le principe des pop green d'Usopp? Je veux dire, vous trouvez leur utilisation puissante et ingénieuse? Ryukugyu pourrait faire la même, puisque ce sont des graines de plantes, mais en encore plus grand. Invoquer des plantes carnivores ou des animaux, permettre la pousse instantanée de bambou capable de perforer un corps humain, ou carrément provoquer des explosions, il peut. Théoriquement, sur papier, il peut utiliser son Mori Mori no Mi pour provoquer et amplifier les mêmes effets dévastateurs que les Pop Green. Ça, comme je le disais, c'est rien que pour la partie offensive de ce fruit, mais il pourrait copier le principe du Shiyu Shiyu no Mi de Mancheri en soignant ses alliés avec l'énergie de la nature par exemple. Sans parler de l'utilité. Rappelez-moi de quelle matière sont construits les bateaux, moyen de voyage principal et exclusif de l'univers de One Piece. En bois, effectivement. Grâce à la génération de bois que Ryukugyu nous a largement démontré sur Wano Kuni, le Mori Mori no Mi
Morinomi pourrait littéralement créer des flottes de petits navires, même rudimentaires, chose qu'avait d'ailleurs fait Usopp avec ses Pop Green. Vraiment, c'est un Logia de fou. Et ça l'est d'autant plus quand on sait que dans la cosmologie chinoise, le bois fait partie des 5 éléments primordiaux constitutifs de notre monde. Ryokugyu le dit lui-même, la nature, la forêt sont le berceau de la vie tout comme l'eau. Si on devait faire une tier list de l'importance et de la puissance des Logia, le Morinomi serait au sommet, autant prestigieux que peuvent l'être les éléments du feu, de la foudre, de la lumière, de la glace ou même des ténèbres. En somme, c'est un pouvoir de grande importance qui mériterait d'être encore plus exploité à l'avenir. C'est là où nous allons, justement, puisqu'on va parler de son éveil. L'éveil des Logia est un sujet toujours délicat puisque, surprise, nous n'en avons jamais vu apparaître un seul. En tout cas, pas de façon officielle. C'est comme si le principe de l'éveil n'existait pas chez eux alors que, ça sera sans doute le cas. On peut toutefois se prêter à l'exercice d'imaginer celui du Morinomi avec les connaissances que nous avons déjà sur l'éveil des fruits du démon. Celui des Paramecia influence l'environnement et le transforme, tandis que celui des Zoan débloque une nouvelle forme animale suprême augmentant la force, la rapidité et la régénération. À mon propre avis, l'éveil des Logia se situera dans un parfait équilibre entre ceux des Paramecia et ceux des Zoan. Crocodile, avec le Logia du sable, pouvait utiliser au chapitre 201 le vrai pouvoir du sable qui était d'assécher tout son environnement seulement avec sa main. Ener, avec son Logia de la foudre, s'est transformé en dieu Amaru en utilisant sa technique finale du même nom face à Luffy avant d'être vaincu. Voici ce que serait l'éveil d'un Logia, une symbiose parfaite entre l'utilisateur et l'élément de son fruit sous la forme d'un avatar démoniaque. Le maître du Morinomi pourrait s'incarner à la fois en tant que véritable et immense dieu de la forêt ou encore littéralement disparaître dans l'environnement en ne faisant plus qu'un avec la nature. Il serait là, quelque part, se cachant dans le moindre brin d'herbe ou la moindre feuille d'arbre et pourrait contrôler sans être vu ou entendu la végétation entière d'un pays. Encore une fois, on peut avoir tendance à sous-estimer ce pouvoir puisque oui, ce n'est pas de la foudre, du feu ou des ténèbres, c'est beaucoup moins badass pourtant. La forêt se retrouve absolument partout sur n'importe quelle île, même désertique. Et si elle n'existe pas, pas de souci, Ryokugyu peut totalement la créer, tout comme il a recréé une énorme végétation sur Wano Kuni alors que le paysage était désolé, aride, voire même carrément mort à cause de l'industrialisation du pays. Voilà ce que serait l'éveil de ce fruit du démon, être capable d'incarner une véritable divinité de la forêt et en utiliser toute sa puissance, se dissimuler dans le moindre morceau de bois, devenir invisible aux yeux de ses ennemis ou bien encore redonner la vie à un pays détruit. La parfaite représentation entre la force infinie, immuable et inébranlable de la nature qui nous entoure et de sa résilience extrême capable de survivre dans les pires conditions. Maintenant, nous n'avons plus qu'à espérer que Ryokugyu puisse faire honneur à ce Logia au potentiel probablement illimité. Nous avons parlé des Paramecia, des Logia, la logique veut alors que nous finissions sur un Zoan, mais pas n'importe quelle catégorie de Zoan. Vous le savez, il y a les Zoan basiques, suivis des Zoan antiques, mais ceux qui sont encore au-delà de la hiérarchie et qui sont au premier plan actuellement sont les Zoan mythiques, les incarnations d'êtres divins, légendaires et inspirés des mythes de notre monde, comme leur nom l'indique. Dans cette catégorie ayant fraîchement accueilli un nouveau venu, qui est aussi le plus ancien finalement, coucou les filles, se trouve le Zoan mythique du gardien de Wano Kuni, le Okuchi no Makami, l'un des fruits du démon les plus intrigants de tout One Piece. Possédé par Yamato depuis son enfance, nous avons eu la chance extrême de pouvoir découvrir une large palette des pouvoirs accordés par ce fruit du démon durant la bataille d'Onigashima. Assez, en tout cas, pour comprendre que ce fruit fait parfaitement honneur à sa catégorie mythique. Cependant, Yamato en fait également un excellent usage. Elle peut à la fois porter des coups d'une force extrême, comme son Imogori, une attaque frontale que Kaido lui-même, dans sa forme hybride, n'aura pas réussi à bloquer, exploit pas dégueu quand même, ou à l'inverse, se défendre avec son Kagami Yama, une technique recouvrant Yamato de glace, absorbant une majeure partie des dégâts du Raime Hake de Kaido. Encore une fois, c'est pas dégueu. Ces deux exemples sont suffisants pour comprendre que grâce à ce fruit du démon, Yamato peut résister à son père, un homme dont la puissance brute et l'endurance restent encore inégalées jusqu'à présent. Mais il lui permet aussi de générer un élément, en l'occurrence la glace. Ce n'est plus une surprise pour personne, les Zoan mythiques ont la particularité unique, parmi les fruits du démon, de cumuler les avantages d'une forme animale propre aux Zoan et un élément qui serait propre aux Logia ou même aux Paramecia. Trois exemples très simples mais totalement efficaces. Luffy est un Zoan mais a une particularité supplémentaire d'avoir un corps élastique et caoutchouteux propre aux Paramecia. Marco a un Zoan mais peut invoquer des flammes régénératrices comme le ferait un Logia, et Katarina Devon, également un Zoan, peut prendre l'apparence de ce qu'elle touche comme le ferait
un paramécia d'ailleurs très connu. Yamato et son Inu no Mi modèle Okuchi no Makami peuvent alors générer de la glace comme le ferait un Logia, Aokiji donc, tout en ayant la puissance sauvage d'un animal. C'est sur cet élément là que repose le potentiel mais absolument délirant de ce fruit. Son Namuji Yoga, qui consiste à exhaler un souffle de glace, est capable d'annuler et contrer l'emblématique Borobresse de Kaido. Une version améliorée lui permettrait alors de créer des explosions similaires à l'attaque de son père et gelant sa victime comme le ferait le Ice Ball d'Aokiji qui a temporairement emprisonné dans la glace Barbe Blanche et Garp. Ou encore le Kagami Yama qui lui a permis d'absorber une partie des dégâts de Kaido en se revêtant de glace atteindrait un tout autre niveau en augmentant l'épaisseur de son armure et donc sa résistance. Elle pourrait aussi étendre ça sur ses alliés et leur créer des barrières protectrices. Malgré sa maîtrise très avancée de ce Zoan mythique, Yamato a donc encore une bonne marge de progression devant elle. Mais là où ça va justement prendre une autre tournure, c'est du côté de son éveil. C'est un sujet encore assez intriguant chez ce personnage. A-t-elle vraiment atteint la forme ultime de maîtrise d'un fruit du démon? Il semble que oui, à en juger le ruban de nuages autour de son corps similaire à celui de Luffy, Zoan éveillé confirmé, et Lucci et Kaku également Zoan éveillé confirmé. Si effectivement Yamato a éveillé son fruit, alors elle en possède tous les avantages chez un Zoan, à savoir une régénération exceptionnelle ainsi qu'une force et une rapidité très largement améliorées. Toutefois, et comme Luffy, l'éveil du Zoan mythique de Yamato influencerait également l'autre pouvoir élémentaire qu'elle possède. Luffy peut transformer son environnement en caoutchouc car c'est sa seconde particularité en tant que Zoan mythique et la seconde particularité de Yamato étant la glace, c'est précisément cet aspect-là qui serait amélioré. Le givre de Yamato atteindrait un tel niveau qu'il ne se contenterait plus de geler ses adversaires mais littéralement les brûler. L'éveil de ce fruit, l'augmentation de l'intensité de sa glace et l'amélioration qui en découlera de ses techniques permettra à son Namuji Yoga mentionné plus tôt de geler et brûler à la fois ses ennemis. Sous les 0 et moins 10 degrés, le froid commence à détruire les tissus du corps. Encore en dessous, les gelures deviennent quasiment instantanées et encore plus intenses. C'est à ce moment-là que l'éveil et l'augmentation de la puissance de la glace de Yamato la rapprochera du Ie no Mi d'Aokiji. Pour finir, si on prend encore une fois l'exemple de Kaido, son père, qui semblait également être un Zoan éveillé, sa technique ultime, le Kaen Daiko, recouvrait tout son corps de dragon par une seconde incarnation draconique de flammes et de lave. Une technique si intense qu'il força Luffy en Gear 5 à utiliser sa technique la plus puissante encore aujourd'hui pour en venir à bout. Yamato pourrait alors faire exactement la même chose, mais recouvrir cette fois-ci son corps de loup de glace si froide que tout ce qu'elle touchera avec sera gelé pour l'éternité. C'était 4 éveils de fruits du démon que j'estime être vraiment absolument dingues et surpuissants. Et vous? Qu'en pensez-vous? Quel autre éveil aurait été digne d'apparaître dans cette vidéo? Laissez-moi un commentaire si vous voulez partager un avis, une théorie, mais également n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça serait la plus belle des récompenses. Merci à vous tous. One Piece est donc en pause cette semaine, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, alors peace les bros, prenez bien soin de vous et de vos proches, et à bientôt.